l'affaire Mbappé, si j'ose dire, moi j'ai pas envie d'en parler. Il n'y a rien à faire. Je trouve ça. Alors vraiment l'influence des réseaux sociaux sur cette affaire, il y a rien. On ne sait rien. Alors écoutons Mbappé, le plus intéressant, c'est ce qu'il disait de sa propre vie. Et c'est ce qu'il avait. Il avait donné une interview d'ailleurs à TF1 et à France 2 où il parlait justement de sa vie qui n'est aujourd'hui si compliquée. Écoutez, je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant à écouter. J'ai perdu la spontanéité. La spontanéité de l'être humain. Moi, je veux sortir, aller faire ça, je le fais. Ouais. Non, tout est question d'organisation. Tout s'organise. Un déplacement à moi, ça s'organise. J'ai zappé ma jeunesse. Par passion, j'ai zappé ma jeunesse. Aller avec des amis, vraiment, faire la fête incognito, tranquille, personne vient vous voir. Le lendemain matin, un bon brunch au soleil, sur une terrasse. C'est super. Et c'est ce qui vous manque le plus? Ouais. Bon, c'est une star mondiale. Il faut bien comprendre ce qu'est la gloire. Je disais tout à l'heure, c'est pas la gloire d'un petit journaliste ou d'un petit comédien. C'est une gloire mondiale. Le monde entier connaît Mbappé. Plusieurs choses. D'abord, il y a la jurisprudence de l'affaire avec les 2 rugbymen français qui nous invite à une extrême prudence. Parce qu'entre ce qui a été dit de cette affaire ou pseudo-affaire au début et des conclusions de la justice argentine, il y a un monde. Ensuite, écoutez, ça ne vient pas par hasard. L'image de Mbappé s'est un peu dégradée. Les requins ont senti le sang. Il y a quelques années, je pense qu'il n'y aurait pas eu cet emballement. On sent qu'il y a une fragilité, à la fois sur le terrain et hors du terrain. Non, l'affaire avec le Paris Saint-Germain a abîmé son image, et pas seulement au Paris Saint-Germain. Avec l'équipe de France, le fait oui, que le match, non, mais parce qu'il est moins bon, voilà. Il est moins bon, il est moins rapide, il est moins décisif, et ça change la perception que tu as de lui. Non, mais pas seulement sportif. Rappelez-vous, au début, on était éberlués parce que c'était un joueur, un homme avec des valeurs, un discours et tout. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est dégradé, et les requins ont senti le sang et se précipitent sur lui. Voilà. Bon, moi je trouve que ça révèle la société d'aujourd'hui. Ben Oui, tout à fait. La société médiatique aussi. Oui, les réseaux sociaux qui ont changé l'information. Enfin, on n'est pas obligé d'embrayer derrière. Mais c'est pour ça, hier on en a très peu parlé, aujourd'hui on va très peu en parler. D'autres en ont fait leur journée. C'est ce qui est. Laissons nos amis. Pour aller dans votre sens, c'est des tabloïds suédois qui sont de mauvaise réputation qui ont sorti cette info. Tabloïds suédois, les 2 tabloïds suédois qui sortent l'info. Il en restera toujours quelque chose. Le pire du tabloïd. Mais mentez, il en restera toujours quelque chose. Je suis d'accord avec vous. Et il m'est arrivé d'être dur sur Mbappé lorsqu'il fait un tweet sur Naël, par exemple, et qu'il ne fait pas de tweet sur Philippines. Je peux contester cette attitude. Je peux contester aussi le joueur qu'il est aujourd'hui. Il est moins fort qu'il n'était. Parce qu'il donne des consignes de vote aussi, alors qu'il est capitaine de l'équipe de France. Mais j'entends bien tout ça. Mais là, en l'espèce, j'ai plutôt envie quand même de le défendre. Parce qu'il n'y a rien. Écoutez ce que disait son avocat. On ne peut pas l'accuser en tout cas, puisqu'il n'y a rien. Mais enfin, ça, c'est la base de la chose. Ça me paraît. Écoutez son avocate. On nous parle d'une plainte, d'un dépôt de plainte, mais à cette heure, on ne sait même pas à l'encontre de qui. Il est particulièrement serein, mais en revanche, il est totalement éberlué de voir cette espèce d'emballement médiatique. Il ne comprend pas du tout ce qui peut lui être reproché de près ou de loin. Il n'est jamais exposé à se retrouver dans une situation où il y aurait pour lui une prise de risque. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Rappeler le tweet d'Mbappé, fake news, et puis parler d'autre chose, puisqu'il n'y a rien. Soyons cohérents avec nous-mêmes. Je voulais vous parler de la Martinique, par exemple, parce qu'on a été mis en garde sur la présentation de ce qui se passe en Martinique. C'est vrai que, là aussi, la presse, en métropole, a un parti pris, sans doute, depuis le départ, que la Martinique ne serait qu'une colonie historiquement colonisée par les Blancs, pour faire court, et que beaucoup de gens en Martinique nous ont demandé quand même, nous ont appelé même, pour dire attention, comme toujours, les choses sont un peu plus compliquées. Et notamment, ce monsieur qui se fait surnommer R. Qui est cet homme ? Rodrigo Petito. Il est le leader des manifestations en Martinique. Mais derrière son combat pour la lutte contre la vie chère, qui est un prétexte, bien sûr, qui est-il vraiment ? Derrière l'image de l'enfant du peuple, il y a des menaces, il y a des appels au kidnapping, il y a des condamnations pour trafic de drogue. Et il est très important, me semble-t-il, de dire qui est ce monsieur Rodrigue Petito. Alors je vous propose de l'écouter à travers 2 ou 3 de ses déclarations. Et la première, lorsqu'il égrène
ce qui se passe lorsque un peuple se révolte. Sur les réseaux sociaux, appelant à kidnapper les patrons de la grande distribution. Vous sentez-vous responsable de ce qu'il se passe en ce moment? En général, quand il y a des soulèvements populaires, il y a 3 étapes. La première étape, c'est le pillage. Le deuxième, c'est la destruction. Et le troisième, c'est la traque de ceux qu'on estime être nos ennemis. Dans tous les pays du monde, ça se passe comme ça. Au contraire, on a essayé de tout faire pour que ça n'arrive pas là. On ne voulait même pas arriver à l'étape pillage, donc imaginez les étapes suivantes. Malheureusement, vous m'avez demandé est-ce que je me sens responsable. Bien sûr que je me sens responsable. Bon, c'est important de dire que ce monsieur a été condamné pour trafic de drogue, il a été condamné à 10 ans de prison, il a été incarcéré un peu plus de 4 ans, il parle souvent avec fierté, j'ai pu quand même bouquiner beaucoup, apprendre des textes de loi, etc. Mais les gens ne le connaissent pas forcément. Il parle également de l'autonomie de la Martinique, écoutons-le. Et je l'ai dit, je déclare l'autonomie de la Martinique. Ils sont entrés en guerre avec nous, il n'y a pas de problème. On va tout faire, on va se battre bec et ongle. On va arracher l'autonomie de la Martinique. Bon, il habitait en France, il est arrivé en Martinique il y a un peu plus d'1 an seulement. C'est important de le dire quand même. Du jour au lendemain, il est devenu la représentation du peuple. Selon lui, en 1 mois, le R est devenu le symbole des mobilisations. Certains le comparent à Che Guevara. Le leader du mouvement utilise parfaitement les médias et les réseaux sociaux, live TikTok au moindre événement, pendant les manifestations chez lui et même pendant des tables rondes de négociations, un discours victimaire, haineux. Il est invité sur les chaînes locales, il cumule 72 000 abonnés sur TikTok. Et je vous propose justement ce passage sur les réseaux sociaux. Wesh, yo ka voye de eso. Ici là nous pas en Kanaki. Ici là nous pas en Kanaki. Et c'est pas wesh nous qui voye de eso. Mettez comme ça bien. Rangez papier zo. Parce que on a affrontement ça là. Ça sûr que qu'il y a un côté ou qu'il y a des dégâts. Mais à la seconde où des gars qui ont un sens nous quand ils font notre pays ça qui aller là au centuple. Si nous pète 10, nous qui pète 10, si nous pète 10, nous qui pète 100, si nous pète 100. Là nous pète 100, nous qui éliminer ça. Il représenterait le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes. Il y a beaucoup de menaces sur les béquets. Dans de nombreuses vidéos, le R appelle à la violence, à brûler des maisons de chefs d'entreprise, béquets, des magasins. Si vous touchez à l'un d'entre nous, nous allons vous éliminer, etc. Je pense qu'il faut le dire. Il faut sévir surtout. Oui. Non mais comment une interview peut commencer par bonjour monsieur, vous appelez à kidnapper les patrons des grandes enseignes sans que la personne à laquelle on s'adresse soit en prison. Excusez-moi. Il appelle au kidnapping, il appelle au pillage, il appelle à la violence physique et il n'en répond pas devant la justice. Non seulement il faut expliquer qui est ce monsieur, mais il faut sévir immédiatement. Enfin, il me semble. Hein. Tout est dit. Je crois. Et ce qui est intéressant, là encore, c'est le traitement qui est proposé en métropole sur ce sujet. Et il faut, avec l'honnêteté intellectuelle du journaliste, donner les... Moi, je ferais ça, c'est qu'est-ce que pèse le RPP-RAC, là, ce rassemblement dont il est le tribun. Et puis, je voudrais savoir les liens qu'il a avec ce grand pays démocratique qu'est l'Azerbaïdjan, qui réunit régulièrement donc les représentants de tous les insulaires qui réclament l'indépendance. À ma connaissance, il y a des élections en Martinique comme en Nouvelle-Calédonie, des majorités qui sont dégagées par le vote des... Bon, tout ça, c'est un furieux qui est instrumentalisé par une puissance qui mène contre la France toutes sortes d'actions souterraines. Il y a des messages d'entrepreneurs martiniquais qu'il a transmis sur les réseaux sociaux, les hôtels, loueurs de véhicules, restauration et tout ce qui est utile à l'accueil des CRS pour s'épanouir chez nous. Sachez que c'est grâce à la petite action de chacun d'entre vous que les CRS peuvent venir en Martinique se loger, se nourrir, se déplacer. Vous participez ainsi à l'expression exercée sur le peuple, chacun à votre niveau. La réquisition n'existe pas, vous êtes libre de choisir. Renseignez-vous sur vos droits au lieu de céder à l'appât du gain. Donc c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de béquets aussi qui nous écoutent. Les choses méritent d'être un peu plus nuancées qu'elles ne le sont parfois rapportées. Et sauf si vous avez un commentaire à ajouter, on peut changer de sujet. Philippe Guibert. Je pense que c'est un furieux, effectivement, mais qui joue sur une situation. Une fragilité. Une fragilité de l'outre-mer, et de la Martinique et de la Guadeloupe en particulier. Tous ceux qui y sont passés disent qu'il y a un terreau qui permet peut-être à des furieux de prospérer. Non, ça montre... Vous pouvez difficilement avoir une voix à l'étranger, par exemple pour la France, en ayant autant de problèmes dans votre arrière-cour. Et si vous n'arrivez pas à tenir vos frontières, si vous n'arrivez pas...
je veux dire, il y a une perte de crédibilité qui est invraisemblable. Avec la Nouvelle-Calédonie, c'est d'autant plus marquant. Si vous voulez que la France prétend avoir comme priorité une grande politique en Asie-Pacifique, et que vous avez la terre qui permet justement de se déployer dans cet espace Indo-Pacifique, c'est la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est abandonnée à une espèce de saccage depuis des mois, et vraiment abandonnée, comme Mayotte l'a été d'ailleurs. C'est plus la République, c'était extravagant. Et dans le même temps, vous continuez à pérorer dans les tribunes en disant si, les Chinois rient de nous. Et les Chinois nous remplaceront si on n'y fait pas gaffe, si on n'y fait pas attention. La Nouvelle-Calédonie, comme le reste de la nature, a horreur du vide. Oui, bien sûr. La Chine est là. Dans l'actualité également, cette image bouleversante hier de Gilbert Bouchet, affaibli et sous respirateur. Le sénateur Gilbert Bouchet, atteint de la maladie de Charcot, a défendu hier en personne une réforme de la prise en charge des patients touchés. On avait reçu Olivier Bois ici 48 heures, c'était lundi. Évidemment, cette prise en charge des patients touchés, ça a été adopté dans l'émotion à l'unanimité par la Chambre haute. Lorsque la maladie vous tombe dessus, il faut la combattre. C'est ce que j'essaie de faire. D'où cette loi d'aller beaucoup plus vite. Encore une fois, Président Larcher, merci de l'avoir soutenu complètement. J'en suis très heureux. Je vous propose d'écouter Gilbert Bouchet. C'était hier au Sénat. Lorsque la maladie vous tombe dessus, c'est qu'il faut la combattre. Et c'est ce que j'essaie de faire. Toute cette loi d'aller beaucoup plus vite. Encore une fois, Président Larcher, merci de l'avoir soutenu complètement. J'en suis très heureux. Mais je sais aussi que je mène un combat pour cette maladie qui, de plus en plus, on en parle, mais qu'il faut absolument qu'on ait plus de moyens, plus de communication. C'est une maladie qui peut tomber sur tout le monde. Voilà, encore mille fois merci. Et Olivier Bois disait hier qu'il a fallu, lui, qu'il paye son propre fauteuil pour se déplacer. Il y a deux choses qui sont marquantes là-dedans. Évidemment, le courage du sénateur, puis vous avez un hémicycle vide, quasiment complètement vide. On dit adopté à l'unanimité, oui. Combien de sénateurs étaient dans l'hémicycle? On peut les compter, là. 20. Voilà. Vous avez évidemment raison. Le budget, alors ça m'a sidéré hier. J'ai vu l'Élysée a refusé la dotation d'augmentation de 3 millions. Et c'est traduit comment? L'Élysée se serre la ceinture. Mais on nous prend pour des imbéciles. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune économie dans le budget de l'Élysée, ni celui de l'Assemblée nationale, ni le Sénat d'ailleurs. Simplement, comme il y avait un peu de tumulte médiatique, ils ont refusé la dotation, mais en fait... Ils ont refusé, ils ont renoncé. Mais en fait, tu fais ce que tu veux derrière, parce que si tu dépasses les comptes, tu doutes bien que c'est l'Élysée, donc on s'en fiche. Mais surtout, il n'y a pas d'économie. Et je vois des éditorialistes... L'exemple à suivre, l'Élysée donne le bon exemple. Mais enfin, on est chez les... On parlait de 3 millions pour l'Élysée, de 10 millions pour l'Assemblée nationale et de 6 millions pour le Sénat. Et si les journalistes n'avaient pas mis le nez dans le budget et n'en avaient pas parlé, les 3 millions étaient envoyés à l'Élysée, les 10 à l'Assemblée et les 6 au Sénat. Et d'ailleurs, autre chose où finalement ils vont geler, il n'y aura pas d'augmentation, c'est l'aide médicale d'État. Il devait y avoir une augmentation de 100 millions d'euros et puisque Marine Le Pen a dit c'est hors de question, rétropédalage du ministre du Budget hier, il n'y aura pas d'augmentation de 100 millions. Alors, je ne veux pas faire de démago ni de populo, bien sûr, l'État c'est important. Je suis frappé quand même que les gens aujourd'hui, alors moi je ne suis pas sur cette position-là, mais par exemple le grand dîner l'autre soir avec le roi de Belgique... Nous avions des auditeurs sur Europe 1, les gens ils comprennent pas en fait. Ils comprennent pas qu'on invite 200 ou 300 personnes à se goberger avec l'argent de l'État et des vins à pas de prix, ils comprennent pas. Les JO, ils comprennent. Non mais je vous dis, c'était les réactions que j'avais. Alors bien sûr qu'il faut des grands dîners, bien sûr que la magnificence de la France existe, mais aujourd'hui je crois que ce genre de soirée ne passe plus.
Non, mais il y a surtout une violence symbolique. Il y a une violence symbolique. Vous ne faites pas de soirée, en fait. Vous ne faites pas de grand dîner. Vous faites pas de visite d'État du roi. Vous ne faites pas de grand dîner avec l'argent de la France. On a le roi des Belges et on fait un sandwich jambon beurre. Non, on ne fait pas de dîner. On le reçoit dans son bureau et on ne fait pas de dîner. On parle de la perception de ces augmentations qui sont diffusées dans la presse. Il y a une violence symbolique entre un État qui refuse justement de se serrer la ceinture et qui demande en permanence aux Français d'abaisser leurs dépenses au regard du contexte inflationniste, de la guerre en Ukraine, de la hausse des taxes, bientôt de la hausse des impôts, etc. Et on nous annonce là, peu ou prou, avant le vote sur la loi qui concerne le budget, qu'ils ne dépenseront pas leurs dépenses, alors que la première dépense qui est la plus conséquente, c'est celle de l'administration publique. C'est pas celle. Non, mais c'est du symbole. Les gens, qu'est-ce que disaient les auditeurs d'Europe 1 hier, entre 11h et 13h? Ils disaient, mais à quoi ça sert ce dîner? Ah ouais, mais c'est tout le cœur de la diplomatie. Non, c'est pas le cœur de la diplomatie, le dîner. Ça, c'est arrêté. C'est pas le cœur de la dîner. Le vrai débat, c'est où faire les économies. Ça ne doit pas être sur les dîners d'État. Mais je suis d'accord avec vous. Je pense que si on examine l'Élysée, l'Assemblée, le Sénat, on va trouver des choses. Mais vous voyez, enfin, je veux bien qu'on revoie. On ne mégote pas, franchement. La France, quoi. Je suis d'accord avec vous. Un cornet de frites, surtout un Belge. Je suis d'accord avec vous. Il n'empêche que je vois des gens qui voient sur un tapis rouge des gens en smoking et en robe du soir pendant qu'eux ne peuvent pas bouffer. Voilà. Non, mais ça, c'est et que c'est insupportable pour les gens. En revanche, à mon avis, ceux que j'avais en tout cas. Pas tous les gens. Pas tous les gens. Non, mais ce sentiment existe. C'est comme quand vous dites. Est-ce que c'est un bon sentiment? Est-ce que c'est un sentiment légitime? Je veux dire que des Français, une partie des Français a des difficultés, tout le monde en convient. Mais est-ce qu'on va pour autant renoncer à tout standing de l'État de la France? Je pense que les gens qui devraient... je vais vous dire, il y aurait une solution très simple. On parle de la perception, Philippe. Non, il y aurait une solution très simple. Les gens qui sont invités, ils payent. Faire payer. Alors peut-être pas, mais un autre sentiment. Sauf le roi. C'est surtout pas de démagogie. C'est ça. Les autres, ils payent. Sauf le roi. Non, mais, ah ouais. Bon alors, monsieur le roi, là. On va vous faire une petite addition. N'oubliez pas le service. Hein. Avec une petite réduction, mais... Sauf le roi. Le roi, il paye pas. Mais tous ceux qui sont invités, les autres... Non. C'est comme un autre sentiment légitime, et c'est pour ça qu'il y a eu... Non, mais bon, allez, vous demandez aux Français, vous leur dites, vous allez être moins remboursé. La sécurité sociale va moins vous rembourser vos soins. Et au même moment, vous annoncez 100 millions de plus pour l'aide médicale d'État pour les migrants sans papier. Bon, là non plus. Écoutez le budget de l'Élysée, il y a eu quelques réactions hier chez les politiques. Écoutez. Le fait que la France, en un an, soit incapable de donner des bons chiffres, c'est évidemment un problème dans la perte de confiance dans la France, dans le sérieux de la France. Il n'y a pas suffisamment de recettes qui sont rentrées. S'il n'y a pas suffisamment de recettes, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment d'impôts. S'il n'y a pas suffisamment d'impôts, ça veut dire que les propositions faites par les parlementaires, dont moi ou Stella Dupont notamment, sur le super profit, super dividende, n'avaient pas été adoptées. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement qui n'a pas voulu qu'elle soit adoptée. Comment le gouvernement oserait se présenter devant les Français avec des budgets en hausse pour les institutions de la République, alors même qu'on va demander aux malades, aux personnes handicapées, aux retraités, aux chômeurs, aux jeunes de bien vouloir se sacrifier. C'est quelque chose qui ne correspond même pas à ce qui est entendable par nous toutes et tous. Alors, vous avez compris qu'on a avancé et que ce n'est pas que le budget de l'Élysée dont parlaient les uns et les autres, mais c'est aussi le budget de la France qui a explosé avec des gens qui sont tellement brillants qu'ils se sont trompés de 50 milliards. Bruno Le Maire, parce que l'enquête parlementaire est commission d'enquête, c'est à la demande d'Éric Ciotti, ça doit être validé avant la fin de la semaine. Je croyais que c'était fait. Ça doit être validé définitivement dans la semaine. D'accord. Éric Ciotti donc qui demande cette enquête. Il y aura aussi Éric Coquerel, le président de la commission des finances. Donc c'est transpartisan. Michel Barnier a dit qu'il espérait que la commission d'enquête fasse la lumière sur l'état des dépenses publiques, du déficit, parce que c'est pas le sien, puisqu'il l'a rappelé à Gabriel Attal l'autre semaine à l'Assemblée nationale. On parle, vous l'avez dit, de 50 milliards, de 2 points de PIB. Et bien vous avez le texto de Bruno Le Maire qui envoie... On le voit, pas le texto, le tweet. Oui, non, mais d'abord, vous avez un texto. Pourquoi comment cette affaire a éclaté en 5 jours? Le texto de Bruno Le Maire à un journaliste du service public, la vérité finira par apparaître. S'il y a vérité, c'est-à-dire qu'il y a eu mensonge. Et maintenant, il se tient à la disposition de la commission d'enquête qui va débuter ses travaux. C'est ce qu'il a dit, une commission d'enquête parlementaire sur les finances publiques a été mise en place. Je me tiens naturellement à cette totale disposition, je répondrai à toutes les questions en toute transparence. Et on rappelle que l'homme qui était avec lui à Bercy
Et aujourd'hui, Absolument, la le Matignon. DIRCAB, le directeur de cabinet de M. Barnier, il s'est juste trompé de 50 milliards, ce monsieur. Je suis pas sûr que ça soit. Il s'est trompé. Lui tout seul. Il s'est trompé de 50 Non mais la vérité c'est pas ce qu'il s'est trompé, c'est ce qu'ils ont dissimulé. C'est ça la question. Ah bah c'est pire. Oui, c'est pire. Oui. C'est pire. C'est plus professionnel. C'est pire. Non mais est-ce qu'ils ont dissimulé? Il est 9h. La petite musique que lance Bruno Le Maire, c'est alors qu'il voulait un projet de loi de finances rectificative avant les européennes, c'est en gros l'Élysée, tout ça est au conditionnel, m'a demandé de dissimuler parce qu'il y avait les européennes et qu'il fallait pas que les Français soient mis au courant du dérapage budgétaire qu'on connaissait. Voilà, c'est ça la petite musique que lance dans Paris Bruno Le On Maire. ne peut pas geler l'AME, c'est un droit. Non, l'augmentation qui est gelée. L'augmentation est gelée. On peut pas, c'est un droit. Donc, On ne peut pas la supprimer. C'est l'annonce du ministre du budget. C'est un droit. Bon, alors on vous n'entendrez pas, on ne verra pas Thomas Hitz aujourd'hui parce qu'il est, comment dire, il est au salon de l'automobile. Thomas Hill. Donc je lui dis que c'est à lui et je marque un temps pour qu'il prenne l'antenne. Il m'entend, on ne l'entend pas. Ah oui, on aurait pu mettre un petit coup de klaxon.